Et salut tout le monde, c'est Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette deuxième vidéo donc de la série sur les bases de la chimie organique. Alors cet épisode, j'ai décidé de l'appeler l'épisode 1.5 plutôt que l'épisode 2, parce qu'en fait on va juste continuer de revoir les choses de la vidéo précédente, donc de l'épisode 1. On va essayer de faire quelques exercices d'application et de traiter une question que j'ai volontairement pas traitée dans l'épisode 1, qui est une deuxième entorse à la règle de l'octet. Donc c'est tout ce qui est règle de l'hypervalence. On verra ça en temps voulu. Donc la vidéo précédente, on avait pu voir, grâce à une introduction par le tableau périodique des éléments, comment est-ce qu'on remplissait les couches électroniques des différents atomes. On avait vu que ces couches, dans la plupart des cas, n'étaient pas complètes, et du coup c'est justement pour compléter ces couches que les atomes avaient tendance à faire des liaisons covalentes entre eux, et donc à se lier, éventuellement des liaisons ioniques, c'est-à-dire balancer tous leurs électrons pour bien complètement vider leur couche, pour qu'en échange un autre atome lui récupère du coup un surplus d'électrons. Dans ce cas ça crée deux espèces chargées, une chargée positivement, une chargée négativement, parce qu'une a perdu les électrons qu'elle pouvait avoir sur sa couche externe pour pouvoir complètement la vider, et l'autre a gagné des électrons manquants à sa couche externe pour pouvoir complètement la combler. Et donc dans ce cas on a évidemment deux espèces chargées. Peut-être j'essaierai de reprendre ça après, je crois que je l'ai pas forcément hyper bien détaillé les liaisons ioniques dans la vidéo précédente. Et du coup, tout ça, ça nous avait donc mené à la règle de l'octet et la règle du duet. On avait également pu voir qu'on avait une règle qui consistait à essayer de faire en sorte d'avoir le moins de charge possible. Tout ça pour avoir des espèces les plus stables. Et du coup, à partir de là, on avait vu qu'on avait des formules chimiques qui étaient codifiées. Donc typiquement, on ne pouvait pas avoir n'importe quoi qui existe. Et donc ça nous avait permis en fait d'arriver à la conclusion que les formules développées pouvaient être ramenées à des formules topologiques, qui sont des formules bien plus pratiques à écrire et non ambiguës. Et justement, là, je vous ai écrit plein de formules topologiques devant vous. Et l'objectif ici, ça va être d'essayer de voir en quoi est-ce que ces formules sont non ambiguës, éventuellement pour essayer de déduire les formules développées de ces trucs-là, typiquement. Parce que c'est souvent ça qui va être le plus important. C'est de déduire les formules développées pour comprendre réellement ce que sont derrière les formules topologiques. Alors éventuellement, je vous invite, si jamais vous voulez vous tester, avec les petits exemples qui sont là, à pouvoir essayer de prendre une feuille de votre côté pour voir si jamais vous êtes capable de replacer tous les hydrogènes, tous les carbones, tous les doublés non liants, toutes les charges et tout ça. Donc l'objectif, c'est de placer carbone, hydrogène, charge, doublé non liant et lacune, dans le cas où il y aurait des lacunes. Juste éventuellement, vous avez le droit du numéro atomique, il y a des petits trucs qui sont un peu exotiques ici. On voit du soufre, on voit du phosphore. C'est des éléments qu'on va être amené à croiser pas mal de fois. Il y a du chlore aussi, mais dont j'ai pas forcément parlé en détail dans la vidéo précédente. Donc si jamais vous voulez regarder sur internet là-dessus, vous avez le droit. Pour le tableau périodique, même si ce sera bien sûr cool à l'avenir de savoir où est-ce qu'ils sont. Et juste pour celui-là, plutôt je vous ai mis une formule développée, donc l'objectif c'est de trouver la formule topologique. Si jamais vous êtes toujours là, c'est que je suppose que soit vous voulez pas faire l'exercice, soit que vous l'avez déjà fait. Donc dans ce cas, je vais passer directement à une sorte de pseudo-correction. Alors je vais pas forcément redessiner toutes les formules développées de mon côté. De toute façon, ici il n'y a rien de forcément très spécial sur beaucoup de molécules. Juste l'exemple, l'idée c'est d'essayer de se souvenir que, donc par exemple les carbones, on avait vu qu'ils avaient tendance à faire 4 liaisons, pour à la fois pas avoir de charge et à la fois répondre à la règle de l'octet. Et donc, du coup, celui-là, typiquement, on a un carbone. Pourquoi ? Parce que c'est un point. Il n'y a pas d'atome qui est précisé, donc c'est par définition un carbone, par définition de la formule topologique. Puisque là, ce carbone fait qu'une seule liaison avec un azote, en fait, on se doute qu'ici, on va avoir 3 hydrogènes. Puisqu'on avait vu que quand il n'y a pas de liaison qui était précisée, par défaut, c'était des liaisons avec des hydrogènes. Ici, on a un azote, juste à côté. L'azote, lui, est censé faire 3 liaisons et avoir un doublé non liant, pour à la fois respecter sa charge, 5 électrons autour de lui, et l'octet, donc 4 liens. Alors 3 liens avec des atomes et un lien nul, si on veut, un lien avec lui-même, un doublé non liant. Et donc du coup, ici on voit que c'est bien le cas, parce qu'il fait bien en tout 3 liaisons, 2 avec 2 carbones et 1 avec un hydrogène. Donc évidemment, il manque son petit doublé non liant, puisque ici, il n'y a pas de charge affichée sur l'azote. Alors c'est vrai qu'ici on pourrait imaginer soit qu'il n'y ait pas le doublé et que du coup il y a une charge plus 2, soit qu'il y ait le doublé et qu'il n'y ait pas de charge. Maintenant, si jamais il y avait une charge, du coup on l'aurait indiqué. Et puis surtout, un azote, on le verra par la suite, mais c'est en général rarement chargé double fois positivement. Et puis surtout, ça voudrait dire qu'il ne respecterait pas la règle de l'octet. Et un azote qui serait chargé 2 fois positivement et qui ne respecte pas l'octet, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive parce que c'est pas stable du tout. Juste à côté, du coup, on a donc de nouveau un carbone. Pourquoi ? Parce que c'est juste un point, il n'y a pas d'atome représenté. Je vais un petit peu lentement sur cette molécule-là, j'irai un peu plus vite sur le suivant. Du coup, donc ce carbone-là, on voit qu'il a que 2 liens, un avec un azote, un avec un carbone. Il manque donc 2 liens pour atteindre 4 liens et respecter la règle de l'octet. On va avoir bien sûr des hydrogènes. Celui d'à côté, on voit qu'il y a 3 liens, un avec l'oxygène, 2 avec des carbones. Vous commencez à comprendre, il lui en manque un, c'est donc un hydrogène. L'oxygène qui est là, on voit qu'il fait 2 liens, et on avait vu que c'était ce qu'il fallait pour l'oxygène, puisque du coup, comme il a 6 électrons, 4 électrons en tout dans sa couche P, 6 électrons en tout dans sa couche 2, du coup, il faut que 2 liens pour pouvoir arriver à 10, à 8. Pardon, je dis n'importe quoi. Il est en gros à 8, donc il est à 2 électrons du gaz noble, donc il lui faut 2 liens. Donc ici, on voit que ces 2 liens, il les a, un avec un hydrogène et un avec un carbone. Par contre, du coup, ce qui va lui manquer, c'est les 2 doublés non liants, qu'on avait précisé la dernière fois. Tac.
Ici, du coup, on a donc bien une formule qu'on peut reconnaître, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Du coup, c'est ce qu'on va appeler un noyau aromatique, donc c'est 6 carbones qui sont liés entre eux avec 3 doubles liaisons. On avait vu que du coup, chaque carbone était lié à en fait un hydrogène, puisque chaque carbone il lui reste un lien bien à faire. Et en effet, hein, si on prend par exemple ce carbone-là, bah, on voit qu'il a bien un lien simple et un lien double, donc en tout il lui manque une seule liaison. Dans le cas où il n'y a rien qui est précisé, bah, forcément c'est avec des hydrogènes. Ici on a un hydrogène, ici on a un hydrogène, et ici on a un hydrogène. Le truc c'est qu'on voit qu'on peut également substituer ces hydrogènes avec quelque chose, par exemple ici avec des alcools, et par exemple ici avec une chaîne carbonée. Donc forcément bah, ce carbone là en fait il est déjà complet, il a déjà 4 liens, pareil pour ces deux là. Et enfin bah, du coup il ne reste plus que les 2 oxygènes, et de la même manière que l'oxygène qui est là, il a 2 liens donc c'est parfait, et du coup il lui manque juste les 2 doublés non liants. Encore une fois, exactement comme pour l'azote, si on n'écrit pas les doublés et qu'on n'écrit pas la charge, bah, a priori soit on pourrait avoir un oxygène qui ne respecte pas l'octet et qui est doublement chargé, soit on pourrait avoir un oxygène qui respecte l'octet et qui n'a pas de charge. Donc on peut se douter que ça respecte l'octet et que ça n'a pas de charge, parce que sinon de toute façon ce serait pas très stable du tout. Bon, j'ai repris cette première molécule un peu en détail, je vais aller un petit peu plus vite sur les suivantes. La deuxième, bon bah du coup on remarque ici qu'on a donc 3 carbones qui sont avec un seul lien, donc évidemment on va avoir 3 hydrogènes. Pareil ici. Et pareil là. Juste à côté, j'ai pas très bien dessiné, mais c'est un azote. Un azote qui a donc de nouveau 3 liens, donc juste un doublé non liant. Ce carbone-là, il a 2 liens, donc il va lui manquer un hydrogène, 2 hydrogènes, celui-là il en manque un seul. 2 doublés ici sur l'oxygène. Ici, pas de souci pour notre noyau aromatique, il n'y a que ces 2 carbones-là où on n'a pas précisé qu'il y avait des hydrogènes dessus. Et ensuite, bah du coup, donc, bon, il y a l'azote, je vais vite fait finir. Il a évidemment déjà 3 liens, donc il manque juste son doublé. Ensuite, là, il y a le chlore. Alors le chlore, bah du coup, pour savoir, c'est important de savoir où est-ce que ça se situe sur le tableau périodique des éléments. Donc c'est pour ça que ça peut être cool de soit l'avoir un petit peu en tête. Et du coup, alors je vais, si vous vous souvenez bien, donc là c'était la colonne qui était tout à droite, c'était la colonne des gaz nobles. Donc on avait l'hélium, ensuite on avait le néon, ensuite on avait l'argon. Ces particules-là, ces atomes-là sont assez particuliers, on les appelle gaz nobles, ils sont assez rares, et en fait ils se lient à rien, puisque du coup ils ont déjà leurs couches qui sont complètes, donc ils ont besoin de se lier à rien, et c'est pour ça que on les trouve sous forme du coup de monoatomes, hein. Donc argon tout court ça existe. Et juste à côté, ici, on va retrouver le fluor, et on va retrouver ici le chlore. Cette colonne-là, elle est assez importante, on l'appelle colonne des halogènes, et du coup, en fait, on voit que comme le fluor et le chlore sont dans la même colonne, bah, ils vont avoir en fait les mêmes configurations électroniques. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on va y arriver qui est un peu sympa, des éléments qui sont dans la même colonne vont avoir le même nombre de liaisons et le même nombre de doublés, et en gros, bah, vraiment les mêmes configurations, c'est-à-dire qu'ils vont être pareils dans des molécules, quoi. Pourquoi? Parce que du coup, bah, le chlore, si on se souvient bien, il va avoir sa couche 1s qui sera remplie par 2 électrons, alors il est à 17, hein. Il aura sa couche 2s qui sera remplie de 2 électrons, sa couche 2p qui sera remplie de 6. Donc là, si vous vous souvenez, on se retrouve au niveau du néon. Ensuite, on va avoir la 3s2 et on va avoir la 3p qui sera remplie que de 5 électrons. Donc ça veut dire qu'en gros, si je néglige tous les électrons qui sont pas sur la dernière couche, qui est donc la couche qui est pas pleine entièrement, bah du coup, notre chlore, il va ressembler à quoi? Hop, je pense qu'on va comme ça. Notre chlore, il va ressembler à quoi? Donc il va ressembler, eh bien, avec ces 17 protons. Ici, je vais avoir du coup en tout 10 électrons que je ne vais pas forcément présenter. Et ensuite, bah, à la fin, on va avoir les 3 d'eux, et puis 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'en tout, il en manque donc un seul. Et forcément, ça veut dire que du coup, il a besoin que d'un seul lien, typiquement avec un carbone, par exemple. Comme ça, bah, ce carbone, il peut lui rapporter l'électron qui manque. Et puis voilà, c'est super. Donc en tout, le chlore, il a besoin que de faire qu'un seul lien. Et évidemment, ici, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, qui vont du coup être 2 par 2. Et donc ça veut dire qu'exactement comme le fluor, on va se retrouver 3 doublés non liants et un doublé, enfin une liaison chimique, quoi. Donc ici, le chlore, on voit qu'il est lié au carbone, pareil pour celui-là. Donc forcément, il leur manque 3 doublés. Finalement, on voit qu'on a la même configuration que le fluor. Le fluor également faisait ce genre de configuration. Et en fait, ce sera pareil avec tous les éléments qui seront en dessous du chlore, essentiellement le brome et l'iode. J'ai pas forcément la place de marquer celui qui est en dessous, et de toute manière, c'est pas très grave. C'est l'astate, et en fait, vous verrez jamais, parce que c'est un atome qui est radioactif. Donc vous verrez jamais en chimie orga. Ok. Alors sur cette molécule-là, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, je vous ai placé sa formule développée. L'objectif, c'est de retrouver la formule topologique, et d'essayer de voir un petit peu quel type de doublé, quel type de charge est-ce qu'on peut avoir ici. R, c'est globalement juste une notation pour noter une chaîne carbonée, donc on s'intéresse pas à ce qu'il y a dans R, c'est un groupe. Donc je sais pas, par exemple, ça pourrait être un carbone, un hydrogène, parce que l'hydrogène, on va dire que c'est la chaîne carbonée nulle. Et dans le cas où on a un carbone, du coup, ça pourrait être un peu n'importe quoi. À minima, ça pourrait être genre CH3, parce que du coup, si jamais je place un carbone ici, ce carbone n'aurait qu'un seul lien, donc il en manque 3, et donc ça serait 3 hydrogènes pour compléter, je pense que vous avez l'idée. Ici, déjà, bien sûr, on va commencer par rendre absent les carbones, donc on va uniquement faire un petit trait. Ensuite, on voit que le carbone qui est là, il est lié par une double liaison en oxygène et par une liaison simple en oxygène. Le carbone qui est là, il est lié à R, et enfin, du coup, à quelque chose, hein, mais quelque chose qui s'appelle R, il n'est pas lié à rien. Et le carbone qui est là, il est lié à un azote qui est lui lié à 3 hydrogènes. Ici déjà, on voit donc qu'on a un azote qui respecte la règle de l'octet, puisqu'il a bien 4 liens.
Mais justement, on a un azote qui a 4 liens. Et donc si on compte un petit peu, il a en tout que 4 électrons autour de lui, puisque ça veut dire que cet électron lui appartient, cet électron lui appartient, cet électron lui appartient, cet électron lui appartient. Il n'a donc que 4 électrons, il est censé en avoir 5 dans sa couche de valence. Et donc, eh bien ici on a un déficit d'électrons, donc une charge positive qui apparaît sur cet azote. Concernant le carbone qu'elle a, on voit qu'en tout, le carbone qui est ici, il n'a que 3 liaisons, donc forcément il lui manque un hydrogène, et en effet, c'est ce qu'on peut retrouver là, il lui manquait bien l'hydrogène. Le carbone qu'elle a, c'est 4 liaisons, une double de simple, ça fait bien 4, donc pas de souci, pas d'hydrogène ici. Maintenant, concernant les oxygènes, du coup on voit que celui-ci, il est censé faire 2 liaisons simples ou une liaison double, et il a une liaison double, donc c'est parfait, il manque juste ses doublés. Et celui qui est là, il fait qu'une seule liaison alors qu'il est censé en faire 2. Donc on a 2 choix possibles. Soit, alors déjà on va lui mettre ces 2 doublés. En fait on aurait 3 choix possibles. Le bon, ça va être ici de caler un doublé non liant en plus. Du coup on voit qu'on a un oxygène qui a plutôt la configuration d'un fluor, donc plutôt de décaler une fois vers la droite. Évidemment ça peut se compter facilement, il a un électron en trop, parce que du coup il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors qu'il n'est censé avoir que 6 autour de lui. On peut donc lui caler une charge négative. C'est pas fou, mais ça compense la charge positive qui est à côté, donc au final on a une espèce qui est globalement neutre, c'est mieux. On pourrait éventuellement considérer qu'on enlève complètement le doublé. Dans ce cas, on aurait à la fois une charge positive sur l'oxygène et il ne respecterait pas la règle de l'octet. C'est quand même vraiment peu probable parce que ça ne serait pas stable du tout. D'autant plus que l'oxygène, on le verra, a plutôt tendance à avoir des charges négatives que des charges positives. Ça s'explique notamment parce qu'il est plutôt vers la droite du tableau périodique, donc il a plutôt tendance à vouloir compléter sa couche en ayant un surplus d'électrons que complètement tout lâcher et être en charge positive plus 7 si vous voulez. Mais on verra ça plus tard en étudiant encore un peu plus le tableau périodique. Si c'est pas des choses qui vous semblent hyper logiques pour le moment, c'est pas très grave. Et enfin, on pourrait éventuellement essayer de lui laisser qu'un seul électron, donc ce serait un truc qui ressemblerait à ça. Donc on aura un électron qui sera tout seul. Sauf qu'en fait ça c'est pas très stable non plus, on appelle ça un radical, ça réagit beaucoup et c'est du coup pas très stable, et donc c'est pour ça qu'on va pas considérer ça ici. Pourquoi est-ce que ça réagit fortement? Parce que les électrons aiment bien être par deux. Pourquoi est-ce qu'ils aiment bien être par deux? Globalement c'est des histoires de spin, si vous savez pas encore ce que c'est le spin, c'est pas très grave, on aura le temps de revenir sur ça probablement dans la prochaine vidéo. Dans laquelle on formalisera un petit peu plus les couches électroniques, notamment on leur donnera des noms et on verra pourquoi est-ce qu'on remplit dans cet ordre-là. Je vous avais dit qu'on pouvait revenir ça avec le tableau périodique, là on essaiera de formaliser un petit peu tout ça, avec la règle de Kleshkovsky notamment, voilà, on fait du petit teasing. Ok, mais bon, là ce qu'il faut retenir c'est que ça c'est pas très stable, donc on va plutôt lui caler un doublé et une charge négative. Avant de parler des molécules qui est là, parce qu'il y a un phosphore et tout, ça m'intéresse, je vais parler de la molécule qui est là en bas. Sur cette molécule-là, donc de nouveau, je vous propose d'essayer de mettre tous les hydrogènes et tous les doublés à différents endroits. Ici, donc en oxygène, il est censé faire 2 liens, il en fait 2, c'est parfait. L'oxygène qu'elle a est censé faire 2 liens, il en fait 2, c'est parfait, il lui manque ces 2 doublés non liants. Le carbone qu'elle a est censé faire 4 liens, mais en fait 4, pas de souci. Le carbone qu'elle a en fait 2. L'oxygène qu'elle a en fait déjà 2, c'est parfait. Là, on a un noyau aromatique. Le noyau aromatique, on se souvient, on met des H partout. Sauf quand on a déjà autre chose à la place. Ici, on a un carbone qui, en fait, est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que R pouvait parfois être un carbone tout court. Là, on a un carbone qui, du coup, fait qu'un seul lien, donc forcément, il va lui manquer 3 H. Super. Le soufre qu'elle a. Alors, le soufre, encore une fois, on a besoin de savoir où ça se trouve dans le tableau périodique pour savoir comment est-ce qu'on va le compléter. Et en fait, le soufre, ça va se retrouver avec son numéro atomique de 16 juste en dessous de l'oxygène. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Il nous suffit de considérer que c'est comme un oxygène en fait. Donc il va faire 2 liens et il va avoir 2 doublés non liants. Ça tombe bien, notre soufre ici fait déjà 2 liens, donc il manque juste ces 2 doublés. C'est super. Le carbone qu'elle a fait également 2 liens, il faut qu'il en fasse 2 de plus. Le carbone qu'elle a fait un seul lien, il faut qu'il en fasse 3 de plus. Et par défaut, c'est des hydrogènes. Là, on a une sorte de noyau aromatique, mais il n'y a que 5 carbones, enfin que 5 atomes, et en plus c'est des atomes qui ne sont pas des carbones. Donc il n'y a rien de très compliqué, il ne faut juste pas qu'on se décourage, on va juste compter un par un. Celui-là, du coup, il est censé faire 4 liens parce que c'est un carbone, il en fait bien 4, 2 simples et une double. Celui qui est ici, pareil. Là, on a un azote, l'azote il est censé faire 3 liens et avoir un doublé. Il fait déjà 3 liens, donc il manque juste son doublé, c'est parfait. Là, on a un soufre qui est censé faire 2 liens, il en fait 2, il manque ses 2 doublés, c'est parfait. Juste là, du coup, on retrouve le noyau aromatique classique, on commence à connaître. Hop, on a juste les hydrogènes à placer. Et juste à côté, on va retrouver un carbone qui est censé faire 4 liens et qui en fait justement 4. Et 3 fluors qui sont censés faire un seul lien avec 3 doublés. Et ils font tous un seul lien, donc c'est parfait. On a juste à caler les 3 doublés sur le fluor. Et là, c'est super. Je vous propose de passer à la dernière molécule, qui est, du coup, on va voir, il y a un petit truc exotique, notamment concernant le phosphore. Alors on va commencer par cette petite partie-là. Donc classiquement, on a l'azote qui fait 3 liens, enfin qui est censé faire 3 liens, on va en doubler, il en fait 3, c'est super. On commence à reconnaître un peu dans ces patterns. Le carbone, il est bon, l'oxygène, il lui manque ses 2 doublés. Là, on reconnaît un peu un noyau à 5 avec 2 hétéroatomes qu'on a pu voir ici. Donc on se souvient que l'azote, on lui met juste un doublé qu'il est content parce qu'il faut faire 3 liens et il en fait 3. Lui, c'est pareil. Tous les carbones là vont être good si on leur place un hydrogène et il n'y a que lui. Ces carbones-là, pareil, attention, on retrouve un cycle, mais cette fois-ci, il n'y a pas de double liaison dans le cycle. Donc celui-là, il fait 3 liens, il faut bien lui en placer un quatrième. Les 2 doublés sur l'oxygène. Ces carbones-là, attention, il lui manque un hydrogène, celui-là pareil, parce que sinon il fait que 3 liens. Et celui-là pareil.
Ici, il nous en manque 2. Les doublés sur l'oxygène classique. Cet oxygène-là fait 2 doublés, aucun souci. Enfin, 2 liaisons, aucun souci. Celui-là fait 2 liaisons, aucun souci. 2 liaisons, aucun souci. 2 liaisons, aucun souci. On n'a plus qu'à vérifier le phosphore. Alors encore une fois, on a besoin de savoir où se trouve le phosphore sur le tableau périodique. Et encore une fois, vraiment, mais vous allez voir à quel point c'est bien fait. Le phosphore se trouve juste à côté du soufre, à la 15e position. Et donc en dessous de l'azote. Ok, c'est super. Alors de nouveau, je vous propose de regarder un petit peu ce que ça va donner. Il est censé avoir la même configuration électronique que l'azote avec une couche de plus. Donc d'écrire ça en bleu. Donc le phosphore, avec ses 15 électrons de base, il va être en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p3. Ok. Du coup en tout, on voit bien que on va avoir une couche de 2, une couche de 3. Pour ici atteindre les 6, du coup il faut qu'il fasse 3 liaisons pour pouvoir compléter le nombre d'électrons qu'il faut. Et donc, et en même temps, il aura bien 2 doublés non liants, enfin un seul doublé non liant, pardon, lié à des électrons qui sont là. Bien sûr, ces 3-là, donc les 3 électrons qui sont là, seront engagés dans une liaison chimique. Donc en tout, on s'attend, pour que le phosphore soit stable, à avoir exactement comme l'azote, 5 électrons autour de lui, et qu'il fasse 4 liaisons pour respecter l'octet. Et si on regarde le phosphore qui est là, on voit qu'il y a bien 5 électrons autour de lui, un électron là, un électron là, un électron là, un là et un là, donc pas de charge. Par contre, on voit qu'il fait plus que 4 liaisons, donc il ne respecte pas l'octet. Mais jusqu'à présent, on avait pu voir des atomes qui ne respectaient pas l'octet avec des déficits de liaison. Par exemple, si vous vous souvenez bien, on avait pu voir le cas du bore. J'espère qu'on voit à peu près. Le cas du bore, c'était... je pense que je vais tourner la page. Le cas du bore, c'était un atome qui se situait avec seulement 5 électrons en tout. Mais en fait, il n'avait en tout et pour tout... Hop, je vais tourner la page. En fait, il n'avait en tout et pour tout que 3 électrons de valence. Donc on avait vu voir qu'il pouvait faire en tout 3 liaisons. C'était super. Sauf que comme il fallait qu'il en fasse 4 pour pouvoir respecter l'octet, donc on se souvient que le bore était comme ça. Donc en tout, il pouvait faire justement 3 liaisons, donc par exemple avec des hydrogènes. Le truc, c'est qu'il se retrouvait bien embêté parce qu'il lui manquait un électron pour avoir une 4ème liaison. Donc on lui collait une lacune. Du coup, là, on avait quelque chose qui respectait pas l'octet, mais par déficit d'électrons. Et on a vu que le seul moyen qu'il se mette à respecter l'octet, cette fois-ci, du coup, c'était de considérer qu'on pouvait avoir un atome qui établissait une liaison chimique avec lui en lui filant 2 électrons, par exemple un oxygène. Mais dans ce cas-là, en fait, les 2 électrons, ils appartiennent à l'oxygène initialement. Et donc, en fait, on se retrouve avec un bore qui se met à avoir 4 électrons autour de lui, puisque l'oxygène lui en a filé 1. Donc, il a un électron de trop, et du coup, il avait une charge négative. Donc, on avait vu que là, il fallait qu'on fasse un choix entre avoir une lacune, avoir une charge négative. Et c'est justement ce fait que le bore est globalement peu d'électrons qui peut faciliter le fait qu'il soit chargé positivement. Donc, typiquement, si on prend le lithium, avec son petit électron, et si on prend le fluor, j'ai dit le fluor, avec ses 7 électrons, en fait, on voit qu'on peut établir ici une liaison, donc ce que j'avais appelé liaison ionique tout à l'heure, en ayant simplement le lithium qui file son électron au fluor, de manière à avoir un lithium plus avec sa couche, un S qui est complète et ses couches 2 qui sont complètement vides, et un fluor qui, lui, pour le coup, complète complètement ses couches 2, mais qui, du coup, a un électron en trop. Donc ça, on a vu que c'était des choses qui étaient possibles et qui vont bien marcher. Bon, le truc étant que là, dans le cas du phosphore, on est dans un cas un petit peu particulier. Parce qu'on n'est pas dans un atome qui va venir ne pas respecter la règle de l'octet de manière inférieure. Donc c'est-à-dire en ayant que 3 liaisons, 2 liaisons. Là, on est dans un cas où on a un atome qui ne respecte pas l'octet, mais de manière supérieure, en ayant trop de liaisons. Et ça, la question c'est, en vrai, est-ce que c'est possible partout, en fait? Parce que par exemple, en vrai, l'azote, ok, s'il respecte l'octet, et qu'il doit avoir 5 électrons autour de lui, on n'a pas trop le choix que de faire ça. On pourrait lui mettre une double, une simple, ou une triple. Mais vous avez l'idée, on n'a pas trop le choix. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Un azote a 5 pattes. Cet azote ne respecte pas la règle de l'octet, puisque du coup il a 2 électrons de trop autour de lui, tout ça lui en fait 10, alors qu'il est censé en avoir 8, et ça s'appelle la règle de l'octet, pas la règle du décadé. Mais bon, est-ce qu'on aurait le droit? Et en fait là vient une petite règle qui peut sembler très artificielle au début, mais qu'on va réussir à expliquer assez facilement, qui est la règle de l'hypervalence. La règle de l'hypervalence, ça nous dit qu'on a le droit d'avoir des atomes qui ont un surplus de doublés non liants, ou qui ont un surplus de liaisons chimiques, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la règle de l'octet, mais en la dépassant, seulement si ce sont des éléments chimiques qui appartiennent à la 3e ligne du tableau périodique ou plus bas. Autrement dit, c'est interdit pour la 1re et 2e ligne. C'est-à-dire que pour un hydrogène, on ne peut pas violer la règle du duet parce qu'il est dans la 1re ligne. Donc ça, c'est autorisé. Un doublé, règle du duet respectée, pas de charge. Ça, c'est autorisé. Une charge négative, un seul doublé, ça marche. Ça, c'est autorisé. Pas d'électrons du tout, donc règle du duet respectée. Par contre, ça c'est interdit. Parce que là, on se met à avoir un hydrogène qui a 2 électrons, enfin qui a 2 doublés non liants. Donc en tout, il aurait 4 électrons, on dépasse la règle du duet. On a trop de doublets, c'est interdit. De la même manière pour le carbone, on nous dit que ça, c'est autorisé.
4 liaisons, pas de charge, règle de l'octet respectée, tout va bien. Ça, c'est autorisé. Règle de l'octet pas respectée, mais on est en dessous, donc tout va bien, pas de charge, super. Ça, c'est autorisé aussi. Cette fois-ci, on a une charge positive et toujours on ne respecte pas l'octet, mais en déficit. Ça, c'est autorisé. Charge négative, mais pas de souci, on respecte toujours l'octet. Hein. On a 3 liaisons plus un doublé non reliant, donc ça marche bien. Par contre, ça c'est interdit. Ça, c'est interdit, pas parce qu'on a 5 électrons autour du carbone et une charge négative, mais c'est interdit parce qu'on a 5 doublés autour du carbone, et donc ça respecte bien l'octet par le dessus. Pour autant, du coup, la règle du coup, de l'hypervalence nous dit que même si c'est interdit pour le carbone parce qu'il est dans la deuxième ligne, et pour l'azote parce qu'il est dans la deuxième ligne, ça va être autorisé pour les éléments qui sont juste en dessous. Donc, par exemple, le silicium, ici, a le droit de faire ça sans problème. Le silicium peut faire ça. De la même manière, le phosphore peut faire ça. Respect de la charge, bien 5 électrons, et non-respect de l'hypervalence, mais on viole la règle par le dessus, donc pas de problème. Donc on retient l'hypervalence, c'est le fait de dépasser la règle de l'octet par le dessus. Ça s'appelle hypervalence, et c'est dépasser l'octet par un surplus de doublés non liants ou de liaison. Et c'est autorisé, on voit à peu près, et c'est autorisé seulement pour les éléments de la troisième ligne ou plus. De la troisième ligne ou plus. Évidemment du tableau périodique des éléments. Enfin, du tableau périodique des éléments. Hein. On comprend. On voit pas très bien, mais on comprend. Alors, pourquoi ça je vais quand même essayer rapidement de vous le justifier, ça peut sembler vraiment arbitraire, et c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. En fait, ça se justifie très bien. Si vous vous souvenez, je vais prendre un atome typiquement qui peut être hypervalent, comme le phosphore. Vous vous souvenez peut-être qu'au niveau des couches électroniques, donc comment est-ce que les électrons vont se caler autour de l'atome lorsqu'on lui rajoute des électrons, on a vu qu'on en avait au début 2, on avait décidé d'appeler cette couche la couche 1, et la sous-couche S. Ensuite, on a vu qu'on en avait 2, puis 6. On a décidé d'appeler la couche totale 2 et la première couche 2S, cette couche-là, et la couche 2P. Ensuite, on a vu qu'on en remplissait une troisième, 4, 5, 6. On avait décidé d'appeler la couche totale 3, cette couche-là, la 3S, et cette couche-là, la 3P. Ensuite, on a vu qu'on en remplissait une quatrième, la 4S. Enfin, du coup, on va appeler cette couche-là la 4 et cette sous-couche-là la 4S. Et ensuite, on avait vu que, avant de continuer de remplir la 4P, on se remettait à venir remplir dans la troisième 10 électrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a décidé d'appeler celle-ci la 3D. Et après, on continue de remplir la 4 avec 6, 4, 5, 6, et qu'on appelait 4P. La couche globale, bien sûr, est appelée numéro 4. Puis on continue avec la 5S, puis la 4D, puis la 5P, et ainsi de suite. Bon. Mais du coup, je pense que vous commencez un peu à pouvoir comprendre. Imaginons que je veuille partir de mon azote, et que je veuille le caler en tout 5 doublés. Un azote avec 5 doublés, donc un azote comme ça. Si je reprends un petit peu mes schémas initiaux, c'est rien de plus qu'un azote qui a un électron là qui lui appartient, 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 et qui met en plus en contact un électron là et un électron là, par exemple d'un oxygène. Donc l'oxygène qui du coup va en avoir des électrons comme ça. Et puis ici par exemple un électron d'un hydrogène, un électron d'un hydrogène et un électron d'un hydrogène. Et bien sûr on n'oublie pas les deux petits électrons de cœur, qui sont donc les 1s, qui participent pas à la liaison. Dans ce cas en tout, notre azote, c'est comme s'il avait combien d'électrons? C'est comme si on avait 1, 2, les deux en rouge, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est comme si donc on se retrouvait avec un azote qui avait 12 électrons. Bon, et forcément, un azote qui a 12 électrons, on va remplir ces deux-là, puis remplir ces 8-là, puis remplir les 2A. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un azote qui est tout sauf stabilisé, parce que, ok, il n'y a pas de charge, mais surtout, il commence à re-remplir une couche supérieure. Et nous, notre but, c'est d'avoir notre dernière couche qui est saturée. Donc soit on enlevait les électrons de la dernière couche parce qu'il y en avait peu, et on saturait la couche l'avant-dernière, soit on complétait en récupérant des électrons ailleurs par des liaisons. Ce qu'on a fait pour globalement quasiment tous les éléments à partir du carbone. Bon, et là on voit que c'est complètement absurde, parce qu'en fait on se met à remplir la couche d'après. Alors que justement notre but c'est que cette couche soit elle soit vide, soit elle soit pleine. Et bon, pour la remplir pleinement celle-là, on voit qu'on doit au moins ramener 2 et 6 électrons. Donc il va falloir faire un paquet de liaisons. Et en fait tellement de liaisons que du coup on va se mettre à charger notre azote énormément. Donc en fait on voit qu'on le déstabilise réellement plus que le stabiliser d'une quelconque manière. Donc ça c'est complètement interdit. Enfin c'est complètement interdit. Dans les faits on pourrait s'amuser à remplir la couche 3S d'un azote,
mais ça a aucune chance d'être complètement stable. Donc vraiment, c'est pour ça qu'en fait ça, on ne le fait pas. Et de la même manière, du coup, on peut, là je vous ai montré ça avec l'azote, mais en fait on peut généraliser ça avec n'importe quel élément qui a uniquement sa couche de remplie. Donc c'est-à-dire le carbone, l'oxygène et le fluor. Voire même en fait le bore, le beryllium et le lithium. Alors eux, vous avez quand même pas trop de chance de les rendre hypervalents, parce que de base, si jamais vous leur mettez 4 liaisons, ils vont avoir des sacrées charges négatives, donc il y a peu de chances de vouloir les rendre hypervalents de toute manière. Par contre, gare à vous, si vous nous calez un carbone ou un azote hypervalent, vous allez vous faire arracher la gueule. Et je ne mens pas, vous allez vous faire arracher. Donc les carbones à 5 pattes, c'est ciao, les azotes à 5 pattes, c'est ciao. Maintenant, pourquoi est-ce que ça marche pour les éléments qui sont en dessous? Donc, par exemple, pourquoi est-ce que ça a marché ici pour le phosphore, pour le soufre, pour le chlore? Et pourquoi est-ce que ça a même marché pour le silicium, qui est en dessous du carbone à la 14e position? Et parce que eux, ils ont cette petite couche 3D qui, en fait, est d'énergie proche que la 3S et la 3P, qui n'est pas remplie tout de suite, parce que du coup, c'est vrai que c'est contre-intuitif, on commence à remplir la 4S, qui en fait, on le verra, une énergie supérieure à la 3D. Mais malgré tout, cette couche-là, même si on la remplit pas tout de suite, ça peut sembler un peu chelou, on verra pourquoi plus tard, en fait, elle existe. Elle existe, elle est présente, et ça fait qu'au besoin, ils peuvent faire une petite entorse à la règle et caler des électrons dedans. C'est un truc qu'ils ont, si vous voulez, qu'ils gardent en réserve. C'est un petit endroit vide qu'ils gardent en réserve pour plus tard. Si jamais ils ont vraiment beaucoup d'électrons et quand ils se mettront, on aura beaucoup de protons. Ils préfèrent commencer à remplir la 4S que complètement de remplir plein de la 3D, parce que c'est cool de garder un peu de place. Mais au besoin, elle est là pour compléter. Alors ça, évidemment, ça va se traduire par des histoires d'orbitales. On verra ce que c'est dans très longtemps. Je sais même pas si d'ailleurs on verra ça dans cette série, parce que c'est pas forcément des trucs de base de Shinorga. Mais en tout cas, ça a des explications un peu plus concrètes plus tard, notamment. Mais globalement, c'est ça. C'est cette couche 3D qui va permettre de pouvoir caler des électrons. Et du coup, en fait, on comprend pourquoi est-ce que cette hypervalence, elle se débloque à partir de la 3e ligne, et qu'elle va continuer d'être débloquée pour toutes les lignes suivantes. Parce que la 3e ligne, c'est globalement ce qui va remplir les couches 3. Donc forcément, il y a la 3D qui est dispo. La 4e ligne, on va pouvoir remplir les orbitales vides, enfin du coup les couches vides de la 4S. Enfin du coup de la couche 4. Donc on a vu qu'on avait à la fois la 4D, et on a vu qu'on avait aussi la 4F, si vous vous souvenez bien. Alors on en a plein, on en a 14, je vais pas tout de suite écrire. Donc là vous voyez qu'on a un paquet de places, et ça continue encore plus avec la 5, avec la 6, avec la 7 évidemment, puisqu'ils ont tous une couche D. Donc c'est pour ça qu'on a l'hypervalence qui se débloque, et bien à partir de la 3e ligne. Ok. Si on récapitule vite fait ça, on a vu que du coup, on a pu revenir un petit peu sur la règle de l'octet, qui consiste donc à essayer de remplir complètement la sous-couche qui est la dernière sous-couche pas pleine. Que dans le cas où cette couche était directement pleine, on avait des atomes qui étaient extrêmement peu réactifs et qui avaient tendance à rester tout seuls. Donc c'est typiquement le cas des gaz nobles, je sais plus si je l'ai écrit, ici, le cas des gaz nobles, qui du coup souvent ne se lient pas, parce qu'ils ont de toute manière aucun intérêt à se lier. Que du coup dans le cas des atomes qui avaient de base cette couche qui était peu remplis, donc par exemple lithium, beryllium, bore, ils avaient tendance à vouloir se débarrasser des électrons qu'ils avaient pour complètement libérer cette couche-là, et que celle-là soit donc leur dernière couche qui est du coup saturée. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des Li+, assez facilement par exemple. Et du coup, ces électrons, ils vont complètement les dégager, et ils peuvent les filer à un atome qui lui n'en a besoin que d'un seul pour saturer sa couche. Par exemple, le fluor, comme ceci. Donc ça, du coup, on va avoir des trucs qu'on va plutôt considérer comme étant des liaisons ioniques. Typiquement, alors LiF, ça n'existe pas trop, enfin en tout cas j'en manipule pas trop, mais le chlorure de lithium, c'est un truc qui existe vraiment facilement, donc ça fait Li+, et Cl- assez facilement. C'est une liaison ionique, et ça marche du tonnerre. Donc ça, par exemple, l'association excellente. Évidemment, on se souvient le chlore juste en dessous du fluor, donc même configuration électronique. Donc ce que je dis là marche tout à fait. Sinon, du coup, pour tous les atomes qui sont un petit peu plus classiques, comme le carbone, l'oxygène, l'azote, eux, du coup, ils vont tendance à essayer d'établir un certain nombre de liaisons, de telle sorte à compléter leur dernière sous-couche, d'où la règle de l'octet. Et en même temps, ils vont chercher une stabilisation de leur charge, d'où le fait qu'ils vont garder un certain nombre de doublés non liants. Ensuite, concernant les atomes qui sont un petit peu en dessous, donc dans la 3e ligne, on va avoir du coup cette même volonté de répondre à la règle de l'octet, et cette même volonté d'avoir le bon nombre de charges, donc en ayant le bon nombre d'électrons autour de soi. Sauf que eux, grâce à cette couche 3D qui se débloque, ils ont la possibilité de faire de l'hypervalence, et donc de ne pas respecter la règle de l'octet, mais par le dessus, c'est-à-dire d'avoir trop de doublés. Évidemment, tous les atomes peuvent avoir un déficit de doublés, donc ne pas respecter la règle de l'octet par le dessous. Mais c'est quelque chose qui est très commun du coup pour les atomes qui sont situés sur la gauche du tableau périodique des éléments, et ça devient de moins en moins commun lorsqu'on a des atomes qui sont sur la droite. Et enfin, dernier point sur lequel j'aimerais revenir, alors en fait deux choses. Tout ça respecte des règles, ça nous permet de pouvoir en déduire un petit peu que premièrement, la formule topologique est une formule qui est non ambiguë et qui est vachement plus pratique que la formule développée, puisque du coup on utilise plein de carbone et plein d'hydrogène. Les hydrogènes ça comble toutes les liaisons qui sont censées faire nos atomes par défaut, donc quand c'est sur des carbones on peut arrêter de les représenter. Et les carbones de toute manière il y en a partout, donc autant arrêter de les représenter aussi. Comme ça, dès qu'on a un carbone avec deux liaisons, déjà le carbone on ne le représente plus, et puisqu'il n'y a que deux liaisons, et qu'il n'y a pas de charge, etc., en fait nous on sait, c'est juste qu'il manque des électrons, qu'il manque de liaisons, et ces deux liaisons c'est des hydrogènes.
Donc ça permet d'avoir une formule qui est beaucoup plus pratique pour représenter des molécules. J'espère que vous en êtes convaincu ici et que vous commencez à être un petit peu usagé de tout ça. Ça permet également du coup de comprendre assez facilement que lorsqu'on sait le nombre de liaisons et de doublés non-liants que doivent avoir certains atomes, ça permet d'être très rapide pour pouvoir essayer de savoir où est-ce qu'on met les charges, où est-ce qu'on met les doublés, ce genre de trucs. C'est des choses sur lesquelles j'essaierai de revenir un peu en détail à chaque fois. En tout cas, des notions que j'essaierai de préciser à chaque fois. Et puis surtout, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, du coup, c'est sur le sens de ces règles. Alors là, vous voyez que depuis le début, je parle de règles de l'octet, mais qu'on n'arrête pas de la violer. Je parle de règles de ne pas avoir de charge, et en fait, on voit qu'on a des espèces chargées, il n'y a aucun souci. Ici, le terme de règle n'est pas à comprendre en termes de règles au sens mathématique. Au sens mathématique, une règle, c'est un truc que, en fait, si on l'a pas, ça marche pas. Ici, en chimie, la règle, elle est à comprendre au sens de si je la respecte, je serai plus stable et donc j'ai plus de chances d'exister. Maintenant, y a des choses moins stables qu'on arrive à former. Il y a des choses moins stables qui sont tellement pas stables qu'on n'arrive pas à les former. Genre par exemple ça, ça pourrait exister, juste ça aurait une énergie tellement élevée qu'on n'arrivera jamais à l'observer et à le former. Maintenant, un truc comme ça, qu'on appelle donc un carbène, c'est globalement quelque chose qu'on peut réussir à former, parce que c'est pas très stable, parce que ça respecte pas l'octet, mais dans certaines conditions, on peut réussir à le voir. Alors malgré tout, le problème étant que du coup, moins on est stable, plus on est réactif, donc plus on va dégager vite, et c'est pour ça qu'il faut faire des petits artifices pour réussir à isoler ce truc-là et à pouvoir l'observer. Mais techniquement, en fait, quand on parle de règles depuis le début de cette vidéo et depuis le début de la série, c'est entendre en ce sens-là, c'est-à-dire quelque chose que si on ne respecte pas, ça marche quand même, mais on sera pas très stable, et donc très réactif, et donc on va vite disparaître. C'est pour ça qu'on peut donc totalement ne pas respecter la règle de l'octet, que ce soit en déficit ou en surplus, sauf du coup pour les éléments de la deuxième période, parce que le respecter en surplus, c'est tellement pas stable qu'en fait ça n'existe pas. Ok. Donc là, normalement, on a vu des choses vraiment importantes. On a pu voir, du coup, en fait, globalement, comment dessiner des molécules. Et ça, c'est super, parce que ça, c'est quand même vraiment un truc important. Parce que si on comprend pas ces dessins-là, en fait, on peut juste pas faire de chimie, parce qu'on peut juste pas parler le langage de la chimie, donc on comprendra pas. Donc maintenant, normalement, on est censé pouvoir comprendre tout ça. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on va être capable de faire un petit peu de chimie organique. C'est vraiment la base par laquelle il faut commencer. Je considère que c'est pas la nomenclature, parce que vous voyez qu'on est très bien capable de travailler sur cette molécule sans savoir comment elle s'appelle. Et honnêtement, allez me nommer ça avec la nomenclature UPAC, et on en reparlera. Voilà, même cette molécule-là, c'est ridicule. Pour autant, on arrive très bien à pouvoir la manipuler et à savoir ce que c'est, parce qu'on est capable de gérer cette formule topologique. C'est vraiment le point de ces deux premières vidéos. Dans la vidéo suivante, du coup, je pense que je m'attaquerai sur la configuration électronique. Donc on verra pourquoi est-ce qu'on remplit, en gros, on essaiera de formaliser un petit peu tout ça et de voir pourquoi est-ce qu'on remplit ces couches dans cet ordre-là. C'est quelque chose qui est pas méga important en soi en chimie organique, mais je pense que c'est cool d'avoir un petit peu de formalisme à ce niveau-là. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et puis sur ce, du coup, j'espère vous retrouver dans la suite de ce programme sur les bases de la chimie organique. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, et j'espère vous revoir bientôt. Bye bye.